Au nom de tous ces membres engagés avec nous, nous vous souhaitons la bienvenue dans ce colloque, le colloque de nos 25 ans. À travers le développement de Max Havelaar, on mesure quand même les progrès faits dans la place du commerce équitable dans notre consommation. Ce qui est important pour nous, ce n'est pas simplement de développer le label, mais c'est de plaider pour plus d'équité dans l'ensemble du commerce. Le respect des droits des travailleurs, des femmes et des enfants, l'accompagnement des pratiques plus agroécologiques et la prime à la production bio nous motivent pour devenir des véritables acteurs du développement durable à notre échelle. Respecter la dignité, c'est vraiment le sens de l'engagement Max Havelaar. Et vous êtes un exemple extrêmement précurseur de ce que c'est que la mise en œuvre des interrelations entre les différents objectifs de développement durable. S'il y a vraiment une chose qui est un acquis, je dirais, de cet agenda 2030, c'est le fait qu'il a été effectivement bâti par une diversité d'acteurs. Les États ont besoin de la participation, des compétences, des ONG, du secteur privé, des collectivités territoriales. Le commerce généraliste, quelquefois décrié, etc., a cette possibilité, c'est de convertir un consommateur conventionnel en un consommateur bioéquitable ou un consommateur équitable. Comme tout le monde, les entreprises sont conscientes qu'on fait face à des enjeux énormes, terribles, mais elles sont aussi dans une difficulté de sortir de ce qui est du court terme. On va remplacer la main invisible du marché par une poignée de main entre un producteur responsable et un acheteur responsable. Un label comme Max Havelaar, ça nous apporte une lisibilité, ça nous apporte une transparence sur nos pratiques, ça nous apporte la confiance des distributeurs grâce à la certification qui est associée au label. Et puis ça nous apporte aussi une capacité de nous améliorer, un regard extérieur. En quoi cette loi est originale? Elle mobilise le ressort du droit, je ne vais pas dire mou, du droit de l'intelligence des entreprises, de l'intelligence de la société, des entreprises, des territoires, des filières. Elle la mobilise au service d'une cause qui ne peut pas être une cause définie par l'entreprise elle-même, mais qui, au nom du bien commun, est définie par la puissance publique. C'est ça la révolution de cette loi. Quelques années après le drame du Rana Plaza, l'OIT a eu un grand débat sur la question de savoir comment est-ce qu'on pouvait améliorer les conditions de travail dans les chaînes d'approvisionnement mondial. Et ce besoin finalement de cadrage normatif et international exprimé du point de vue même des grandes entreprises multinationales, je crois qu'il faut l'expliquer par le fait qu'aujourd'hui, la mondialisation dans laquelle nous sommes est, avant d'être une mondialisation économique, c'est une mondialisation de la production. Pour que le consommateur soit responsable, encore faut-il que ce qu'on lui dit soit fiable, soit vérifié. Donc c'est pas simplement être informé, c'est pas simplement que le professionnel dise qu'il signale la qualité. C'est pas qu'il la signale, c'est qu'il puisse l'authentifier et qu'il puisse la certifier. Aujourd'hui, il y a un vrai désir des consommateurs de connaître les caractéristiques cachées des produits, y compris dans la dimension responsable, pour nous permettre, nous, consommateurs, si c'est un critère par lesquels on souhaite évaluer les produits, de pouvoir choisir sur ces bases-là. Nos 25 années à venir, la nouvelle page qui se tourne, elle doit être évidemment celle de la généralisation d'un modèle dont nous avons essayé de démontrer aujourd'hui avec tous nos invités, critiques, moins critiques, qu'il a quand même fait ses preuves. Et elle est celle, vous l'avez compris en nous écoutant aujourd'hui, d'une alliance d'acteurs non étatiques qui décident de passer un pacte pour que le commerce soit plus juste, un pacte pour que le plus faible ne soit pas la victime et la variable d'ajustement de notre confort matériel et gustatif.